Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la propagande de guerre, notamment dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a énormément de choses à dire, parce qu'il y a énormément de propagande, on a rarement vu ça, c'est vraiment très impressionnant. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la propagande de guerre, les grands principes de la propagande de guerre, et aussi quelques astuces pour savoir un peu comment se positionner et comment un peu mieux détecter la propagande de guerre. Évidemment, si vous voulez un peu mieux vous former sur ces questions-là, je propose des formations sur lesquelles on va apprendre les différents types de propagande, savoir les repérer, savoir vérifier une information, une image, une vidéo, faire de la recherche avancée, ce genre de choses. Donc je vous invite à aller visiter le site opinionwashing.com si vous voulez réellement avoir la capacité de pouvoir détecter ce type de propagande. Dans cette vidéo, on va juste survoler le sujet. Donc on va commencer par le commencement, à quoi sert la propagande, mais avant ça, générique. Alors la propagande de guerre est quelque chose d'indispensable en temps de guerre, pour une raison qui semble évidente, c'est qu'elle permet d'avoir un avantage sur l'ennemi sans tirer de coup de feu. Donc en termes économiques, c'est très avantageux d'avoir une bonne propagande de guerre. Ensuite, il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en considération, c'est que en temps de paix, nous avons des normes sociales qui sont établies, et dans ces normes sociales, nous avons par exemple le fait que nous n'avons pas le droit d'aller tuer d'autres êtres humains, sinon on termine en prison. Et donc ces normes sociales, nous sommes habitués à celles-là, on a vécu là-dedans depuis que nous sommes petits, et du coup en temps de guerre, eh bien c'est une destruction un peu de ces normes sociales, ou en tout cas c'est une contradiction avec ces normes sociales, puisque nous sommes autorisés à tuer d'autres êtres humains en temps de guerre. Et donc par conséquent, il nous faut une propagande de guerre pour justifier cette contradiction envers les normes sociales. Donc là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la propagande vise principalement 4 axes. Donc le premier axe, c'est de renforcer le moral des troupes. Alors par exemple en exagérant les victoires, les prises, le nombre de morts adverses, ou encore en ridiculisant l'ennemi. Ce type de propagande est un jeu d'équilibrisme parce que d'un côté, il faut qu'elle soit assez importante, puisque sinon les troupes ne seront pas assez soutenues, et donc du coup le moral des troupes va diminuer, et leur efficacité au combat va diminuer aussi. Et si cette propagande est trop importante, eh bien les soldats peuvent sous-estimer l'adversaire, et donc se faire avoir par la même occasion. Donc on a ce cas qui a été très médiatisé au début de la guerre, sur l'île aux serpents, où on avait 13 soldats ukrainiens qui étaient stationnés. Ils ont été contactés par un bateau russe qui passait par là. Le bateau leur dit « rendez-vous », ils ne se rendent pas, ils leur disent « allez vous faire foutre », ils se font bombarder, ils meurent et sont décorés par la suite par le gouvernement ukrainien et sont portés en héros national. Sauf que, on a appris plus tard que ces soldats en réalité s'étaient rendus et étaient prisonniers par les Russes. Ensuite, on a l'histoire du fantôme de Kiev, qui serait un pilote ukrainien qui aurait abattu pas mal d'avions russes au tout début de la guerre. Alors là-dessus, on a eu une vidéo qui a été publiée qui montrerait, entre guillemets, ses exploits dans les premiers jours. Sauf que sur cette vidéo, il s'avère après que c'était en fait un fake, puisque cette vidéo est issue d'un jeu vidéo, et donc par conséquent, a été utilisée pour créer un peu le mythe sur ce pilote. Donc aujourd'hui, évidemment, on n'a aucune preuve de l'existence de ce pilote. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette propagande a eu un impact relativement positif sur l'armée ukrainienne. Ensuite, je vais vous parler d'un deuxième axe de propagande. Donc le deuxième axe, c'est de détruire le moral des ennemis. Donc c'est une propagande qui vise à causer des dommages psychologiques dans les troupes ennemies afin de les démotiver à combattre et les pousser à fuir les combats ou à se rendre. Donc on a par exemple le fait que les Ukrainiens aient diffusé énormément de vidéos de soldats russes capturés. Il se trouve que c'est interdit par les conventions de Genève, ils n'ont pas le droit de faire ça, et ils l'ont fait quand même. Pourquoi ils l'ont fait? Dans un but de démoraliser les ennemis, de les pousser à se rendre, de les pousser à arrêter la guerre et à se battre de manière un peu moins efficace.
Donc c'est une propagande qui vise directement le moral des ennemis. Côté russe, Poutine fait appel au leader tchétchène Kadyrov pour mettre une pression psychologique aux soldats ukrainiens par la seule présence de ces soldats. Donc dans ce cadre, les soldats tchétchènes sont utilisés comme une arme psychologique pour démoraliser les soldats ukrainiens. Donc maintenant on va aborder le troisième axe de la propagande de guerre qui consiste à motiver la population. En effet, dans une guerre, il faut que la population soit motivée pour participer à l'effort de guerre. Et donc par conséquent, il faut mettre en place toute une propagande qui va justifier auprès de la population le fait de se mobiliser pour cette guerre, le fait d'accepter cette guerre et de se sacrifier en quelque sorte pour cette guerre. Donc un des premiers axes de ce type de propagande va être la diabolisation de l'ennemi ou du chef ennemi. Évidemment, il ne faut pas faire ami avec l'ennemi, il ne faut pas passer de l'autre camp, et du coup pour ça, il faut que l'ennemi soit le diable. Ensuite, on va glorifier les victoires et passer sous silence les défaites, ce qui permet d'exagérer la situation sur le terrain plutôt en notre faveur, et de fausser comme ça la situation réelle des combats. On va manipuler aussi les chiffres en augmentant les morts et les pertes ennemies et en diminuant le chiffre des pertes des troupes du pays. Et enfin, on va pratiquer ce qu'on appelle des appels aux valeurs pour motiver les civils dans l'effort de guerre. Donc ça va être par exemple des appels à la nation ou des appels aux valeurs du pays. Alors on a quelques exemples de propagande qui ont été utilisés pour motiver la population, notamment au tout début de cette invasion, où lors de son premier discours, Poutine, qui déclare cette opération spéciale, utilise comme argument les néo-nazis, les fameux néo-nazis au sein du gouvernement ukrainien. Et donc il dit qu'il va dénazifier l'Ukraine, qu'il va enlever tous ces néo-nazis. Et pourquoi il dit ça? Il dit ça pour sa population, pour que les gens soient d'accord avec cette opération spéciale, pour que les gens ne contestent pas la décision du gouvernement russe, pour que les gens ne s'opposent pas à cette décision. Puisque les nazis, ce sont évidemment des gens peu fréquentables, des gens mauvais, et donc par conséquent, on va diaboliser le gouvernement ukrainien et les Ukrainiens dans leur entièreté pour justifier cette guerre auprès des Russes. Ensuite, on a dans le même discours, il a utilisé un argument par rapport au nombre de morts du Donbass. Alors, dans le Donbass, il y a une guerre depuis 2014, et entre 2014 et 2022, il y a eu à peu près 13 000 morts dans cette région. Et donc, par conséquent, Poutine a utilisé ce chiffre de 13 000 morts pour expliquer que les Ukrainiens, l'armée ukrainienne, tuait massivement des Ukrainiens pro-russes du Donbass, et donc il parle même de génocide. Or, les chiffres sont manipulés dans un certain sens. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les 13 000 morts ne correspondent pas aux morts civiles pro-russes, mais correspondent à tous les morts dans la région. Et quand on regarde les chiffres, il y a eu plus de morts du côté des soldats ukrainiens et russes que du côté civil. Donc cette utilisation de chiffres un peu fallacieuse est faite pour justifier la guerre auprès de la population, parce que si les Ukrainiens font un génocide, alors c'est horrible, et donc il faut intervenir, et la population sera un peu plus d'accord avec cette intervention. Ensuite, on a un trucage qui est réalisé, lui, par les Ukrainiens, et ce trucage consiste à gonfler un peu le nombre de véhicules détruits par les Ukrainiens pour motiver aussi la population, pour dire regardez, on est en train de tous les détruire. Et donc cette vidéo date de 2014, et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste rajouté un petit Z sur la vidéo pour dire regardez, c'est un véhicule russe que nous avons abattu très récemment. Or, ça n'est pas le cas puisque la vidéo date de 2014. Donc ensuite, on a le quatrième axe de la propagande de guerre qui est la propagande à visée internationale. Donc dans un contexte de guerre cognitive mondialisée, la propagande extérieure vise surtout à propager des informations dans le but de convaincre l'opinion publique internationale et la scène politico-économique mondiale. Donc ça vise à rassurer, principalement à mobiliser ou à justifier l'action du pays vis-à-vis du monde et des marchés. Un des premiers exemples sur le sujet, c'est la Russie qui accuse l'Ukraine de posséder ou de fabriquer des armes de destruction massive, notamment avec l'aide des États-Unis qui enverraient du plutonium.
Donc, cette histoire d'armes de destruction massive, peut-être que ça vous dit déjà quelque chose. On a déjà eu le coup avec Colin Powell qui montrait la fameuse fiole d'anthrax à l'ONU. Donc, on connaît un peu ce genre d'affaires. Ensuite, on a l'affaire des armes chimiques. Alors, les Russes ont commencé par accuser les Ukrainiens qui pourraient potentiellement préparer des attaques avec des armes chimiques. Et maintenant, on a les Ukrainiens qui prétendent aussi que les Russes préparent des attaques avec des armes chimiques. Donc les armes chimiques sont utilisées dans les deux camps pour discréditer le camp d'en face. Pour le moment, il n'y a aucune preuve de l'utilisation potentielle d'armes chimiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais en attendant d'avoir des preuves concrètes, eh bien on peut tout simplement mettre son jugement en suspens et partir du principe que c'est potentiellement de la propagande. Donc ensuite, on a une propagande qui vise les Français directement. Donc là, c'est une propagande ukrainienne à destination d'un public français, où on voit Paris sous les bombes du coup russes. Et le message qui est derrière cette vidéo, c'est si vous n'intervenez pas, si l'Ukraine tombe, eh bien les Russes viendront vous bombarder, ils viendront tuer vos familles, tuer vos enfants, et donc par conséquent, il faut que vous agissiez tout de suite. Donc là, c'est une manière de prendre par les émotions les Français pour les motiver à agir, pour les motiver à s'investir beaucoup plus dans cette guerre. Et enfin, on a ce spot de propagande ukrainien qui là aussi vise la communauté européenne et qui explique en gros qu'il faut fermer le ciel. Et donc par fermer le ciel, cela signifie en gros une intervention des Européens militairement. Et donc par conséquent, c'est une vidéo de propagande qui vise à prendre par les émotions, avec des images chocs, avec des images qui sont émotionnellement assez impactantes, qui visent la population européenne pour que l'opinion publique s'empare de cette question, pour que les politiques soient obligés d'intervenir et se sentent obligés d'agir militairement en Ukraine. Donc là, on voit ce type de vidéos de propagande peuvent viser à la fois la population civile, mais aussi viser les politiques. Donc maintenant, on va aborder le sujet de la guerre psychologique. Donc elle a lieu principalement en temps de guerre, et c'est utilisé pour attaquer le moral des ennemis ou renforcer le moral des troupes et des citoyens du pays. Donc c'est les trois grands axes qu'on a vus tout à l'heure, et donc il y a trois types de guerre psychologique. Donc le premier type de guerre psychologique, c'est la dissuasion, et ça sert à casser la volonté de résistance et d'agression de l'ennemi. Donc on a comme exemple les forces de dissuasion, et notamment la Russie, qui a fait sous-entendre qu'elle pourrait utiliser potentiellement les forces de dissuasion, c'est-à-dire l'armement nucléaire, dans ce conflit. Donc à partir du moment où on dit qu'on va utiliser les forces de dissuasion, eh bien ça calme un peu tout le monde, et les ennemis vont se comporter un peu différemment, vont être un peu plus prudents avec ce qu'ils vont dire, avec l'escalade que pourrait avoir potentiellement le conflit. L'escalade avec la dissuasion nucléaire, eh bien c'est pas bon signe du tout, hein, parce que ça pourrait mener à la fin de l'humanité, et c'est pas souhaitable. Ensuite, le deuxième type de guerre psychologique, c'est la persuasion ou la promesse du mieux. Par exemple, promettre aux ennemis qu'on va les épargner ou ce genre de choses. Donc là, on a un exemple des Ukrainiens qui ont fait une vidéo de propagande. Hein, ils aiment bien ça, les vidéos de propagande. Ils ont fait une belle vidéo de propagande à destination des militaires russes et notamment des pilotes russes. Et dans cette vidéo, on y voit la proposition de 500 000 $ pour un pilote d'hélicoptère qui se rendrait à l'armée ukrainienne avec son matériel, et 1 million de $ à un pilote de chasse qui se rendrait avec son avion aux forces ukrainiennes. Donc on voit dans cette vidéo que le gouvernement ukrainien va essayer de motiver les soldats russes à se rendre en échange d'argent. Et on voit même, à la fin de cette vidéo, un petit numéro à appeler, évidemment. Et le troisième type de guerre psychologique, c'est la séduction, ou la promesse du meilleur
pour s'implanter de façon durable. Et là, comme exemple, on a Poutine qui, au début de la guerre, dans son discours, a dit qu'il allait libérer les Ukrainiens des néo-nazis. Et donc, par conséquent, ce message-là est à destination des Ukrainiens qui, potentiellement, auraient accueilli les forces armées russes avec enthousiasme, puisqu'ils viendraient les libérer des néo-nazis. Or, ça n'est pas vraiment ce qui s'est passé, ce qui signifie que cette propagande n'a pas fonctionné du tout. Donc maintenant, on va aborder le sujet de la guerre cognitive, qui est une forme de guerre relativement récente et qui, contrairement à la guerre psychologique, fonctionne plutôt relativement bien en temps de paix. Donc la guerre cognitive, c'est une stratégie qui vise à convertir des populations civiles, donc c'est une stratégie de guerre qui vise principalement les civils et qui va propager de la propagande via les médias pour distiller le doute, la révolte, les discours contestataires envers le pouvoir en place ou, à l'inverse, pour créer une adoration envers un dirigeant étranger. Donc c'est une propagande qui vise principalement à manipuler l'opinion publique de manière massive. Un exemple de guerre cognitive qui est appliqué en Occident, c'est l'image de Zelensky à travers les médias occidentaux. Il est vu comme un héros proche de son peuple, et donc ça, il s'agit d'un storytelling pour glorifier le dirigeant ukrainien et pour que les Occidentaux le voient comme un héros. De la même manière, Poutine est vu comme un héros dans d'autres pays. Il faut bien comprendre aussi que la propagande est définie par la cible. Si nous voyons Zelensky comme un héros, c'est parce que nous sommes ciblés par les Ukrainiens, par la propagande ukrainienne. Or, d'autres pays, comme les pays asiatiques ou les pays africains par exemple, vont eux être principalement ciblés par la propagande russe, et donc par conséquent vont percevoir Poutine comme un héros. Non pas parce qu'il le serait, mais parce que la propagande le montrera comme tel. De la même manière que Zelensky est montré comme un héros par la propagande pro-occidentale. Et enfin, il y a une dernière forme de propagande qui est un peu hybride, qui est un peu un mix entre une propagande commerciale marketing et une propagande plutôt propagande de guerre, et donc qui est la vente de produits à l'effigie d'un camp ou d'un autre, et donc qui va faire passer, on va dire, les messages aussi de propagande. Donc là, on a le site Saint-Javelin, qui, donc le javelin, c'est une arme anti-char américaine qui est vendue aux Ukrainiens pour détruire les chars russes, et donc du coup ils en font tout un mythe, toute une glorification de cette arme à travers ce site Saint-Javelin, et aussi ils vendent tout un tas de goodies qui sont à l'effigie des symboles de la guerre. Donc on va retrouver le pilote, le fantôme de Kiev, on va retrouver, vous savez, le fameux tracteur qui vole un véhicule, un char russe, avec le militaire qui court derrière. Donc on va voir comme ça tous les symboles de propagande, et ça va motiver encore un peu plus les troupes, et c'est aussi destiné à l'international, c'est aussi destiné à des publics étrangers. Donc là je pense qu'on va s'arrêter là dans cette vidéo parce que ce sera un peu long, et dans la deuxième partie on verra les 10 principes élémentaires de la propagande de guerre, et on verra quelques conseils pour savoir repérer un peu ce type de propagande et être un peu moins malléable. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.